écoutez, bonjour à tous ceux qui se sont connectés entre-temps. Et merci à tous, d'être là. Donc aujourd'hui, on a vraiment le plaisir et l'honneur d'accueillir, Pierre Leroux, hein, qui est ethnologue, professeur à l'université de Strasbourg, à l'Institut d'ethnologie. Donc Pierre, tu hésites pas à me corriger si je dis des bêtises. Il dirige Ah, d'ailleurs le master, ethnologie. plus maintenant. Plus maintenant, Euh, c'était 2019-2020. D'accord, ça, donc en tout cas, ouais. il a dirigé le master J'ai ethnologie. dirigé. Ouais. Il a un lien qui est, déjà, assez fort avec le HESS, hein, puisqu'il a soutenu sa thèse, sous la direction de Georges, Condominas et puis, il a dirigé aussi en 2012 son habitation a dirigé les recherches sous le patronat de Philippe Descola. Donc c'était en 2012 et ça portait, hein, sur la prostitution et le trafic de femmes et d'enfants, en Asie du Sud-Est. Oui. Il est donc, spécialiste de l'Asie du Sud-Est et plus particulièrement, on pourrait dire des, Jaouis, en fait, hein, qui sont les Malais de Patani en Thaïlande du Sud, Oui. avec lequel, il a vécu plus de 10 ans, je crois, Mm. et Ça. auquel tu as rendu visite très souvent. Et ce qui est très intéressant dans les approches de Pierre qu'on a pu découvrir avec Morgane, notamment il y a quelques années lors d'une journée sur la mesure, l'homme et la mesure justement, c'est qu'il mobilise en fait plusieurs approches, hein, qui sont à la fois de l'ethnoscience, de l'anthropologie sociale, de l'ethnographie des techniques, de l'ethnolinguistique et l'ethnohistoire. Et c'est cette pluri-approche qui fait qu'il a une vision, j'allais dire, un peu globale des choses et qui rend vraiment très intéressant en fait toutes ces recherches. Donc il s'est intéressé à une multitude de pratiques, je ne vais pas toutes les dire là, mais dedans il y a la technologie, l'alimentation, hein, dans les sociétés qu'il étudie, la Mm. pharmacopée, les savoirs chamaniques même, et puis aussi les systèmes métrologiques, hein, qui vont Ouais. être un petit peu la thématique aujourd'hui. Et donc, Pierre Leroux nous propose donc de discuter de la valeur symbolique et propriétatoire alors je le prononce peut-être mal, Guko, c'est ça Non, Guko c'est bien, c'est pas mal. Guko, hein, Oui. qui a un module architectural traditionnel et de quelques autres mesures augurales dans la construction justement chez les Jaouis, hein, de Thaïlande du Sud et les anciens Malais. Donc voilà, je te laisse Pierre La parole. la parole pour la Bon, suite. Voilà. je te remercie pour cette introduction. Je veux d'abord vous remercier tous les deux, Grégory Chambon et Morgane Labbé, d'ailleurs en premier, et pour cette invitation qui me touche parce que on s'était vu il y a quelques années déjà, il y a 3 ans, 3 ans, ouais. pour un colloque sur la métrologie historique et anthropologique. Et c'était très, très intéressant pour moi de rencontrer d'autres disciplines et de travailler sur ce thème qui n'est pas très travaillé en fait, qui est laissé un peu en jachère et pourtant qui est très important. Alors justement, tu me présentais, d'ailleurs j'ai un peu honte, mais je suis aussi un élève informel, parce qu'il n'y en avait pas vraiment officiellement, mais de André-Georges Audricourt. Et mon intérêt puis de Leroy-Gourand par l'école de Kondo, évidemment. Donc mon intérêt véritable pour l'approche interdisciplinaire, c'est ces deux que je la tiens de leur modèle, de leur lecture, de leur formation. Enfin, Leroy-Gourand, je l'ai moins connu, mais Audrey Court, je le connaissais bien, on s'aimait bien. Et ensuite, je parlais de Selato, Bernard Selato, au début, quand on était en aparté. Euh, c'est un grand chercheur aussi sur le sud-est asiatique, un grand anthropologue, et il est le maître véritable de la transdisciplinarité, de l'interdisciplinarité. Donc, il m'a beaucoup marqué et beaucoup appris aussi, c'est mon inné, donc je voulais le signaler. Ah oui, alors, normalement, je n'aime pas lire quand je fais une conférence, quand je donne une conférence, par respect pour les gens, puis parce que c'est plus vivant quand on parle naturellement. Mais là, je vais être obligé de le faire parce que sinon, ça va partir en vrille. C'est un peu compliqué. Alors, les Ndjaouis, qui sont-ils? Sont les habitants majoritaires des 3 provinces actuelles de Patani, Yala et Narathiwat. Tu peux mettre la carte 1. Musulmans pratiquant un islam fortement marqué d'éléments résiduels, animistes, hindouistes et influencé évidemment d'éléments bouddhiques. Puis la carte 2, on voit sur la gauche dans la péninsule malaise, la région où j'ai travaillé. Donc, cette région, ce sultanat malais de Patani a été conquis par le Siam, qui s'appelle maintenant la Thaïlande, à la fin du XVIIIe siècle. Et cette césure avec le monde malais
a transformé cette région du sud-est de la Thaïlande actuelle en un conservatoire culturel du monde malais. Alors, à ce sujet, je renvoie à ma contribution à l'ouvrage d'hommage à Philippe Descola, qui est paru en 2019, où j'explique précisément en quoi c'est un conservatoire et pourquoi. À ce titre, les Jawi, qui représentent une population de 3 millions d'habitants environ, sont intéressants en eux-mêmes, par eux-mêmes, évidemment, à titre ethnographique, mais ils valent surtout pour ce dont ils témoignent du fait de ce conservatoire. En fait, de croyance, tu peux mettre la carte suivante, la 3. En fait, de croyances et de pratiques traditionnelles du monde malais péninsulaire ancien. Alors, quand je dis ancien, c'est 19e, 18e, 19e. Plus ou moins disparu, plutôt plus, dans la Malaisie moderne du fait du développement. Alors, je suis désolé, la 3 passe pas en fait. Bon, c'est pas grave. Eh ben, la 4, alors. Sur le modèle occidental et islamisé, sur le canon arabe actuel, à tendance rigoriste, parce que évidemment, maintenant, quand je suis arrivé en 88, la première fois dans leur territoire, ils étaient très hindouistes, encore très animistes dans leur pratique. Et puis, ils lançaient cette zone-là, hein, que l'on voit sur la carte. Et moi, j'ai vraiment couvert, je ne suis pas allé dans un seul endroit ou dans la ville, j'étais partout. Je suis le premier Européen, enfin le premier étranger en fait, à pouvoir aller partout, parce qu'il y a la guerre là-bas. C'est une zone de guérilla, un peu comme en Irak. C'est assez violent, il y avait des morts, et donc il y en a encore d'ailleurs, donc c'est pas facile. Et ils sont un petit peu parano, autant les autorités que les villageois. Il fallait se faire accepter par tous. Alors, et tout ce qui relève des mesures propitiatoires, symboliques, de la divination, mais aussi plus largement de tout ce qui relève de l'ethnociencia, en réalité, au sens de la science de l'ethnie, donc hein, le savoir local dans toutes ses dimensions, comme on dit en français, la science avec un grand S, toutes les sciences. C'est vraiment difficile de sortir des infos à cause de cette situation et de cette paranoïa double. Bon. Les explications qui suivent, qui concernent les systèmes de mesures symboliques, enfin une partie, parce que je ne traite que d'un seul morceau, doivent être lues en relation avec les autres systèmes de voyance en usage chez les Jawi et les Malais, et en comparaison, c'est très important, avec les systèmes de sociétés voisines, Thaï, Lao, Birman, Khmer, surtout Khmer d'ailleurs, parce qu'il y a énormément de choses qui sont partagées au-delà parce que la plupart des chercheurs qui travaillent sur cette région d'Asie du Sud-Est sont très spécialisés, hyper spécialisés à cause des langues très difficiles, entre autres, et de l'investissement que ça représente en une année. Donc, souvent, ils n'ont pas de connaissances suffisantes sur le pays voisin, sur la langue voisine, et donc, de ce fait, ils sont, comment dirais-je, ils ne se rendent pas compte que ce dont ils rendent compte, ce n'est pas seulement spécifique au pays qu'ils les adorent ou qu'ils connaissent bien, mais ça peut éventuellement déborder. C'est le cas souvent des systèmes auguraux symboliques que je vais évoquer ici. Par exemple, lors de la construction de la maison traditionnelle en bois sur pilotis, les systèmes observés correspondent en effet à de nombreux points à ceux décrits chez les Lao par Sophie Clément Charpentier et Pierre Clément en 90, à partir de la page 571 et suivante, dans leur monumental ouvrage sur l'habitation Lao, qui est paru, je ne sais pas si c'est chez Peters ou Selaf, enfin, dans la collection C. Gracini, d'un monument extraordinaire. Chez les Jawi, la mensuration d'une pièce constitutive de l'habitat sur une échelle symbolique dans une perspective propitiatoire, c'est-à-dire pour bien augurer le sort et l'avenir, pièce valant module architectural, tient de la mesure préventive pour la maison ou le bateau, parce qu'il y a aussi les populations de pêcheurs, et ils appliquent les mêmes règles, de même qu'on bénit la rizière, on bénit la mer, selon qu'on est riziculteur des terres ou essarteur même, ou pêcheur côtier, vous le comprenez, c'est du structuralisme pur. Là,
Et donc, la pièce de bois qui sert de module n'est pas encore coupée quand on la mesure. Et l'on peut donc augmenter ou réduire le nombre d'unités pour s'arrêter sur un palier bénéfique. Quand l'artisan n'arrive pas à bien cadrer le truc, ils arrivent toujours, en trichant un peu, à tomber sur un truc bénéfique, sur une pièce bénéfique, vous allez voir, sur une échelle, sur des degrés. Il y a des maléfiques et des bénéfiques. Donc, pour que ça marche, au moins, ça contente la communauté, et en premier lieu, évidemment, la famille qui est concernée. Structurellement, c'est un petit peu la même chose. Structurellement, c'est-à-dire pas structurellement ici, structurellement, véritablement, c'est un peu la même chose inversée. Donc, lors de la fabrication d'un Kris, alors le Kris, c'est une arme spiralée, une arme à lame spiralée ou flammée, comme on veut, ou elle peut être droite aussi, qui est mystique, magique et typique du monde malais péninsulaire. Et on la retrouve aussi à Java, Sumatra. Enfin, c'est le monde malais péninsulaire au sens large. D'ailleurs, ce que je dis ici, pour le moment, a des échos à Sumatra et à Java pour une très bonne part. Chez les gens qui portent le sarong, sont musulmans, connaissent le Christ, etc. C'est des communautés des sociétés qui ont des liens et du cousinage depuis très longtemps, qui relèvent toutes des langues austronésiennes aussi, c'est-à-dire les langues qu'on appelait autrefois malayo-polynésiennes. Donc, c'est la même chose pour le CRIS. Il s'agit pour le CRIS, cependant, comme c'est une inversion, d'une vérification non plus préventive, mais a posteriori, et d'une justification de la puissance de la lame forgée, car le maître de forge façonne l'arme suivant une impulsion et une émotion éphémère et incontrôlable, qui est son savoir-faire d'artiste, d'artisan. Si les conditions sont réunies, on le vérifie par la mesure de la lame, comme indiqué dans les lignes qui vont suivre. Alors l'arme sera puissante, aura de la valeur, rehaussant celle de son fabricant et de son propriétaire. Si la mesure tombe mal, l'arme sera déconsidérée. Dans ce dernier cas, l'homme qui mesure, le possesseur de l'arme, ne peut que subir un gain ou un manque de chance ou de bonne fortune, mais il ne propicie pas le sort comme il le ferait pour les gestes et incidents de la vie de tous les jours, où au lieu de subir, il peut choisir en fonction des augures, parce que c'est un choix incitatif, c'est-à-dire qu'il a plusieurs possibilités vers l'avenir proche. Donc là, c'est a posteriori. Pour chaque action importante de la vie de tous les jours, telle que planter le riz, construire une maison, acheter une bague pour les hommes, une bague d'agate qui rend invulnérable, un Kris, donc une arme. Alors aujourd'hui, c'est plus les Kris, ils achètent des revolvers ou des pistolets semi-automatiques, mais c'est les nouveaux Kris, donc c'est pareil. Une voiture, ils en ont tous, ils sont tous armés. Hein. Une voiture, contracter un emprunt, ils sont tous endettés, auprès des toquets chinois en particulier, à 20% par mois, donc c'est énorme. Pour se marier, organiser un festin de cérémonie, alors les mariages, les festins cérémoniels, c'est 3000 personnes chez les pauvres, hein. Donc c'est quand même pas rien. Partir en voyage, notamment à la Mecque pour le pèlerinage, donc ça coûte extrêmement cher. Il faut chercher le jour bénéfique, ils appellent ça chagari, c'est-à-dire chercher le jour. Cela demande la maîtrise de calculs très complexes basés sur un savoir consigné dans des ouvrages rédigés, des sortes de mémos, parce qu'après, c'est la tradition orale, en fait, ça sert juste de repère, de résumé, quoi. Et puis après, ça les aide, les savants, ils se remémorent. Puis même, ils enrichissent. Dans des ouvrages qui sont rédigés en malais, dans l'écriture djaoui, qui n'est pas celle du peuple avec lequel j'ai vécu, c'est un homographe de l'ethnonyme, parce que ça n'a rien à voir en fait. C'est l'écriture arabe en caractère modifié de la langue malaise de Kuala, et non pas celle de mon peuple qui n'a pas d'écriture d'ailleurs. Enfin, de mon peuple, vous avez compris. Donc moi j'ai établi la phonologie de la langue des Djaoui, qui était une langue sans écriture, et j'ai créé, avec une l'aide de linguistes américains et thaïlandais, j'ai créé une écriture qui a été validée par eux, un système d'écriture phonologique qui est très fidèle. Donc ce n'est pas, quand je dis l'écriture djaoui du malais, c'est pas la langue ni l'écriture du peuple avec lequel je vis, mais vous voyez, c'est compliqué parce que ça se ressemble. Bien, c'est écrit en arabe, avec des fautes parce qu'ils écrivent pas très bien, en relation avec le mouvement des astres et les phases de la Lune et la connaissance de tables symboliques. Ce savoir est donc réservé à un tout petit nombre d'adeptes, des vieillards, souvent des beaux mots. Alors, ça peut être des femmes ou des hommes. Hein. Les guérisseurs, chamans et médiums, qui ont rédigé des tables d'application simples utilisées
au quotidien par les villageois de façon presque systématique avant de faire appel aux guérisseurs pour les cas plus exceptionnels, lors des grands événements. En fait, c'est comme s'ils avaient un manuel du bon savoir-vivre, donc ils s'y réfèrent, et puis quand c'est trop compliqué ou quand c'est très important, ils font appel à un vrai spécialiste en le payant, quoi. Donc en le payant d'une manière ou d'une autre, en le remerciant. C'est une rétribution, c'est un cadeau qu'on leur fait. Enfin, vous voyez, ce n'est pas vraiment un paiement, vous avez compris. En ce qui concerne la culture du riz, la voyance s'inquiète de deux paramètres, principalement le bon moment de la récolte ou du semis ou du travail, enfin, vous voyez, le jour et l'heure, et aussi le bon endroit, par où accéder à la parcelle, quelle orientation, etc. Orientation pour labourer, pour commencer le labour ou commencer à moissonner au couteau à riz. Ce n'est pas à la serpe, c'est au couteau à riz, à la lame digitale, épillé par épillé. Sur les guérisseurs, il faut voir. Alors, les guérisseurs, c'est très important chez les riz. Alors, j'ai écrit un article qui fait un peu le résumé, donc je renvoie à ça, dans les annales de la Fondation Ficène, qui est paru en 97. Ça s'appelle Jean de Savoir, Jean de Pouvoir. Il est en ligne sur ma page Academia. Alors, Anker Rense, ça doit être un hollandais, mais je ne suis pas sûr. En tout cas, c'est un étranger, a écrit en 1933 un article dans le journal de la Malaysian Branch of la Royal Asiatic Society, le GMBRAS, volume 11, fascicule 2, page 34 à 40. Ça s'appelle Notes on Malay Beliefs, notes sur les croyances malaises. Et dans cet article, il propose des Malays de Kota Baru à Kelantan, qui est l'État qu'on avait vu sur la carte, l'État frontalier avec Patani, côté côte est, vous voyez, qui est un État aujourd'hui fondamentaliste, et donc ils partagent presque la même langue que les Jaouis. Ils ne sont pas compréhensibles des gens de Kuala, du reste de la Malaisie, mais ils ont un dialecte un peu comme les Bretons, mais sauf que c'est des langues voisines, mais c'est comme le breton et le gallois, c'est proche, quoi. Mais ils ne se comprennent pas vraiment. Propose l'original et la traduction d'une croyance gouvernant les jours de la semaine en fonction du moment de la journée. Donc, c'est exactement la même chose. Et donc, ça a été relevé en 1933. Ce système de prédiction est également valide pour les habitants de Patani. Donc, on a, mais je ne l'ai pas développé ici parce que je n'avais pas la place. Chaque fois, on me dit c'est trop long, donc je ne publie pas tout. Mais par ailleurs, comme ça a été fait par d'autres et que c'est similaire, ce n'est pas la peine. En cas de voyage, les Bomo, les guérisseurs, les chamans recommandent, outre leurs calculs, d'écouter certains signes aisés à réaliser par les gens. Il faut se frotter la peau du bras avec le doigt, et le frottement doit être bruyant, c'est-à-dire que la peau doit être sèche, c'est-à-dire qu'il ne doit pas avoir peur, en fait. Il ne doit pas avoir de la sueur. Puis, il faut se frotter le nez et aucun son ne doit résulter. La peau ne doit pas être luisante, encore une fois. Ensuite, il faut placer son poignet sur l'arrière de son crâne, recouvrant les cheveux et lever les yeux sans réussir à voir son poignet. Enfin, il faut appuyer fortement des doigts sur les yeux et voir rouge. Si tous ces signes sont positifs comme indiqué, le voyage peut être entrepris sans dommage. Sinon, il faut renoncer. Même si un serpent traverse la piste devant le voyageur, c'est un mauvais présage. Il est conseillé aux voyageurs de rebrousser immédiatement chemin. Surtout un serpent qui traverse de gauche à droite. Donc, c'est pas bon. Alors là, je vais donner deux systèmes couramment utilisés chez les Jawi pour des exemples. D'abord, un système de divination qui s'appelle général, qui s'appelle Nagoari, c'est-à-dire le serpent dragon, c'est le serpent mythique indien qui correspond au dragon chinois, qui est bénéfique, qui correspond à la virilité, à la saison des pluies, au monde tellurique et hectonien et au soleil. Donc, ça s'appelle le jour dragon, le dragon jour. Enfin, ce système fixe se base sur des jours lunaires, Haribolais. C'est le jour bolé, c'est la lune, et non sur les jours solaires. Parce qu'aujourd'hui, ils calculent tout comme nous en jours solaires avec le calendrier grégorien international, mais en fait, tous leurs calculs traditionnels se basent sur du lunaire, évidemment. Toutes les séries de ce tableau se basent sur le chiffre 7 aussi. Alors là, il faudrait que tu mettes le tableau, alors je ne sais plus le numéro, ça doit être après les cartes, c'est le premier après les cartes. Si tu peux me redonner le chiffre. J'ai plus de son, Grégory. Je ne t'entends pas. Voilà.
C'est celui-là? C'est le Oui, 5? c'est ça, c'est ça. C'est le Parfait. 5. OK, 5, c'est donc on est au parfait. 5 là, ouais. Impec. Donc, vous voyez, tu peux le laisser un petit moment parce que, on voit pas le bas. Enfin, moi, c'est parce que mon écran est trop. Oui, non, c'est moi. Ouais, c'est bien, comme ça, c'est parfait. Trop petit. Donc, vous voyez sur ce tableau, c'est un tableau que les guérisseurs ont établi et les villageois l'utilisent. C'est comme l'almanach Vermo, le guide du routard, on l'a, quoi. Voilà. Alors, ce système, les nombres présents en abscisse, c'est-à-dire sur une ligne horizontale, forment une suite basée sur 7. Par exemple, la première ligne, on a 1, 8, 15, 22, 29. Vous voyez. Alors, ça fait 1, puis 1 plus 7, plus 8, plus 7, plus 15, plus 7, plus 22, plus 7, etc. La somme des nombres de chacune des colonnes donne un multiple de 7, sauf la dernière. La dernière colonne donne 28, ça veut dire 7 fois 4. Celle de la colonne 2 donne 77, 7 fois 11. Celle de la colonne 3 donne 126, 7 fois 18. Celle de la colonne 4 donne 175, 7 fois 25. Reste la dernière colonne dont la somme donne 59, qui ne correspond à rien. Non multiple de 7, c'est surtout ça. Alors, je suppose, mais je peux me tromper, il s'agit peut-être d'une adaptation au système calendaire solaire, puisque il compte pour les lunes, on compte 28, mais en réalité, c'est 29,5. Puis ça dépend, les années bissextiles, enfin, c'est compliqué pour la Lune. Le système calendaire traditionnel est en effet basé sur la Lune. Donc la quatrième colonne s'arrête sur 28, ce qui correspond au nombre standardisé qu'on arrondit dans une lunaison et non pas sur le Soleil. Le découpage du temps en unités solaires sous l'influence de l'Occident et du Siam de la Thaïlande moderne en raison de la valeur moderne attribuée au calendrier, enfin pour le commerce occidental, etc. Parce que même dans l'air, vous savez, on est en 2021, mais en fait, on est en 2563 ou 4, 65. On est en 65 chez les bouddhistes, donc vous voyez, et encore chez les jaouis, ce n'est pas la même ère. Ils jonglent avec 3, 4, 6 systèmes air calendaire, etc. Donc c'est compliqué. Je ne vous raconte pas pour l'heure, il y a 4 systèmes en même temps et on jongle, on passe de l'un à l'autre et ils se ressemblent. Donc quand on ne les connaît pas, on n'y arrive pas bien. Pour les mois aussi, Ainsi, les guérisseurs sont adaptés aux besoins de leur clientèle. Dans tous les cas, 7, c'est le chiffre magique, bénéfique, recherché, exprimant la perfection et l'infini. Par ailleurs, il faut noter que les thèmes importants sont ceux qui débutent par les chiffres impairs sur ce tableau. 1 pour les voyages et la terre, 3 pour le fer et les armes, 5 pour le riz et le végétal. Je les mets dans l'ordre en plus d'importance pour eux. 7 pour les métaux précieux. Et c'est associé comme Rimbaud et ses voyages à des couleurs aussi. Mais bon, 7 pour les métaux précieux, l'or c'est jaune évidemment. Et jaune c'est les rois. Cette liste renvoie dans le désordre à celle des constituants élémentaires de l'humanité, la terre, l'eau, le feu et le vent. C'est ça. Je les connais en diaoui, mais en français, j'ai toujours du mal. Les jours consacrés à l'or et à l'argent, s'ils sont bons pour commercer, sont mauvais pour organiser une cérémonie, car celle-ci sera alors plus onéreuse que de coutume. Enfin, ils ont peur qu'elle soit plus onéreuse. Si on convie des gens à une cérémonie un jour consacré au voyage, il y a de fortes chances pour qu'ils ne viennent pas. Alors, c'est les gens qui sont voisins, ce n'est pas les gens qui sont loin, parce que sinon, ils feraient un voyage quand même. Enfin, ils disent qu'ils ne le font pas comme ça. Donc, ils s'en tiennent à ces choses. Et puis, quand il y a des doutes ou des discussions entre villageois, entre cette automatique, c'est assurance, et l'autre, la Bragorsix, donc on fait appel à un guérisseur, à un druide pour une sorte de druide pour calmer les choses et surtout pour qu'ils disent le vrai jour, pour le confirmer ou trouver une autre date. Et quand il y a un problème, il y a toujours une solution de remplacement positive, donc on rechange la date, mais les calculs ne dépendent plus des tables déjà établies, si vous voulez, mais elles sont improvisées, sont nourries. Alors maintenant, on va parler des mesures symboliques pré- et post-construction des maisons. Ça va pour l'instant, je ne suis pas trop pénible. Ça vous va ça? Des mesures curatives sont prises, sont prises pour le bien-être de la maison et de ses habitants en cas de danger naturel ou surnaturel. Par exemple, on procède à un exorcisme lors de l'apparition d'un fantôme. Alors, je vous évite le détail, c'est compliqué. Il y a des chats à 3 couleurs, il y a des chats à palais noirs, il y a des tas de solutions, il y a les feuilles d'ananas qui comptent, le diable, etc. Il y a plein de trucs. Ou bien
lorsque la foudre, enfin pour que la foudre ne tombe pas sur la maison lors des violents orages de mousson, hein, c'est récurrent, donc notamment en avril-mai, dans pas longtemps, il va y avoir la mousson du sud-ouest. Alors pour ça, les villageois glissent la lame d'une arme blanche, un cris ou à défaut un coupe-coupe ou à défaut une autre lame, entre les interstices du plancher au chambranle de la porte principale, afin de détourner les coups et de dissuader l'éclair de violenter le bâtiment. Chez d'autres peuples malais, tels que les habitants de Selangor, c'est un État plus au sud en Malaisie, rencontré par William Skate, le grand explorateur et spécialiste de la Malaisie en 1897, 98, 99, et qui a sorti un magnifique ouvrage pour 1906 et 1900, voilà, n'importe quoi, qui a écrit un chef-d'œuvre que d'ailleurs un de nos auditeurs, M. Nemec, m'a racheté dans l'original, m'a aidé à trouver, je le remercie. Ce qui est introuvable, c'est Malay Magic, une somme extraordinaire. Il y a énormément sur la métrologie malaise. Alors, ça me sert aussi parce que, comme ça, je peux avoir des références, des vérifications sur le temps, un siècle après, si vous voulez. Donc, c'est intéressant. C'est très proche de ce que j'ai, c'est-à-dire que les Ndjaoui, aujourd'hui, pratiquent encore ce que les Malais d'autrefois pratiquaient tous et pratiquent plus, quoi, en gros. Hein. Donc, c'est intéressant comme ça de vérifier. Le péril des orages est détourné chez ces habitants de Selangor par les habitants en lançant quelques poignées de sel hein, sacrificiel dans le foyer, parce que le sel vaut pour le sang. Donc, c'est toujours des rapports avec les sacrifices humains de toute façon. Les pétillements et étincelles résultants étant comme le vaccin des éclairs et du tonnerre qu'ils évoquent. Mais ces mesures curatives n'empêchent pas les préventives. Tant le danger est estimé grand par les villageois, il faut savoir qu'il y avait les tigres qui attaquaient, il y avait les guerres, les raids incessants, rapts de femmes, encore maintenant, parce qu'ils se tuent entre eux. C'est pour ça qu'à Patani, les maisons surpilotées avaient la tôle ondulée n'était pas sur la toiture, mais sur les murs, pour pas qu'on voit à l'intérieur, parce qu'avant, il y avait des panneaux de kaifen, de bambou entrelacés envoyés à travers. Donc, maintenant, avec la tôle ondulée, on ne voit pas qui est dedans. Donc, quand ils viennent les tuer avec des pistolets, ils ne savent pas qu'ils sont dedans, ils ne les tuent pas. Quoi. Donc, ils ne prennent pas de risque. Non, parce qu'après, il y a Vendetta. Hein, voilà, le retour, ils le savent, donc c'est toujours un peu. Alors, c'est quand même toujours en relation avec la guerre. Donc, les maisons, c'est des forteresses, c'était des forteresses. On retrouve ça chez les proto-indochinois aussi, à Bornéo aussi, avec les longues maisons sur pilotis qui servent de château fort. Quand on est attaqué, on verse de l'eau chaude, on verse des cailloux. Les pilotis peuvent être hauts, hein, étaient hauts autrefois, plusieurs mètres. Et puis, les gens qui attaquent, souvent, ils donnent des coups de lance par-dessous, sous le plancher, qui est pas toujours... les planches ne sont pas scellées. Enfin, il y a des embrasures. Et donc, pour eux, c'est des mesures maintenant symboliques, mais ça reste, les maisons, c'était, en saison des pluies, les gens ne sortent pas dans la nuit pour pisser, par exemple. En tout cas, ils ne vont pas dehors, ils pissent sur la véranda ou extérieure, mais c'est sur la maison parce qu'il y a des serpents partout quand même. En saison des pluies, il y en a énormément. C'est vrai, hein, c'est pas, en saison sèche moins, mais en saison des pluies, il ne faut pas rigoler, quoi. Alors, en premier lieu, il y a l'existence de nombreux interdits coutumiers, des tabous, si vous voulez, qu'on appelle en malais des patang et en diaoui des patay, comme chahuter bruyamment sur le seuil de la porte, surtout dans le cas d'une femme enceinte, laisser les petits-enfants se glisser sous le plancher de la maison, omettre de laisser un peu de riz dans la bassine de riz, grande bassine de riz qui c'est un peu comme la soupe pour les Bretons autrefois, à l'intention de l'esprit des morts durant la nuit du jeudi au vendredi. Toutes les maisons laissent une portion de riz dans la bassine de riz dans la nuit du jeudi au vendredi pour les fantômes et donc les morts qui viendraient à passer pour ne pas être embêtés. Et là, la maison est tranquille. Puis il y a aussi, je n'ai pas mentionné, ils mettent des cages à tourterelles, parce que j'ai beaucoup publié sur ça dans les messagers divins en 2006. Ils mettent des cages à tourterelles Geopelia striata dans les maisons. Alors, celles qui ont 33, 44 ou 22 stries sur les pattes, celles qui ont la plumage telle ou telle couleur, enfin, c'est compliqué. C'est augural. Ça protège la maison des incendies, ça protège la maison des voleurs, des maladies, etc. Et en plus, c'est augural, c'est-à-dire que ça donne la chance, etc. Mais ça, je n'ai pas le temps ici, je veux pas c'est très trop compliqué. Donc, je l'ai publié, ça s'appelle
Une apodie mythique, c'est en 2006, c'est en ligne sur ma page d'Academia pour ceux qui voudraient lire. C'est intéressant parce qu'il y a des rapports avec les mesures augurales autres. Lorsqu'une famille veut construire une maison sur un terrain, sur un nouveau, c'est un terrain, c'est pas comme en France, ils abattent un morceau de forêt ou bien, oui, une rizière. Fait tout d'abord appel à un guérisseur. Alors, Skitt, page 545 en 1900, ou bien William Shaw, 1975. Alors, William Shaw, c'est un très, très intéressant aussi. 1975, Aspect of Malaysian Magic, Kuala Lumpur, Museum Negara, musée national. Il a énormément écrit à la suite de Skitt, c'est un des plus importants sur tout ce qui est magique, tout ce qui est métrologique aussi, augural et symbolique. Donc c'est vraiment, il est très rare, je l'ai évidemment, mais il va être dans les bibliothèques du Collège de France ou de l'HESS probablement. Donc il confirme ça en 75, donc les années 60 pour Shaw, et puis en 1900, c'est les années fin du 19e pour Skitt. Souvent, on fait appel à un beau mot Hatu spécifiquement. Alors, il y a différentes sortes de beaux mots. Le beau mot Hatu, c'est le beau mot fantôme, donc c'est le chaman vraiment dédié à lutter contre, exorciser les morts-vivants et les fantômes et les démons. Celui-ci, donc pas le démon, mais le guérisseur, se présente au jour et à l'heure, généralement à 7 heures du matin, toujours le chiffre 7. En même temps, le soleil se levait à 6h15 depuis 5-6 ans, et c'est bizarre, tout est décalé d'une demi-heure plus tard. C'est 6h45 maintenant. Et le soir, c'est pareil. Ça, c'est le changement, la variation climatique mondiale, ou bien c'est Niño, je ne sais pas. En tout cas, ils ont tous constaté ça, parce que sous les tropiques, c'est 6h15 normalement. Enfin, là où j'étais. C'est plus. Et partout. Donc, c'est très, très curieux. Donc, il faudrait que je demande à des météorologistes. Enfin, celui-ci donc, se présente à 7 heures du matin, au jour et à l'heure décidée par lui, selon ses calculs horoscopiques privés. Alors, c'est surtout pour le jour. Ses carrés magiques, etc. Les Jawi, autrefois, alors ça, c'est confirmé par Gibbs en 87. Gibbs, c'est très sympa d'ailleurs. Building a Malay House, Kedah, c'est en malais, on s'en fout, Singapour, Oxford University Press. Donc, c'est un petit bouquin illustré comme faisait Oxford, c'est vachement bien, et il donne des éléments très intéressants qui sont les mêmes que chez les Jawi. Et lui, ça remonte chez les Malais dans les années 70. Quoi. Donc, creuser autrefois, les Malais aussi, donc les Jawi, creusaient autrefois et creusent encore parfois à l'instigation du Bomo, 4 trous dans le sol, et ils placent dans l'un du tamarin. Alors, tamarin, c'est Garcinia atroviridis griffe, et non pas Tamarindus indica linné. Ne faites pas l'erreur, s'il vous plaît. Dans le second, souvent en français, on met des mots vulgaires botaniques qui sont faux. Enfin, le safran, oui. Dans le second, on met du curcuma qu'on appelle le safran des Indes, mais c'est le safran, ça n'a rien à voir. Le safran des Indes, c'est curcuma domestica valleton qu'on appelle turmeric en anglais. Dans le troisième trou, on met du charbon de bois évidemment, qu'on obtenait avec le bois de mangrove, Bulgaria, Avicennia, Rhizophora, et ou du mélaleuca leucodendron, des arbres d'arrière mangrove qui sont assimilés à du bois de fer et qui servent à faire les pilotis quand le sol est marécageux pour les bâtisses dures comme les mosquées, mais de ces bois de fer dans le sol pour tenir comme au Havre, comme à Brest, et dans le dernier, on met du sel. Alors, le sel, ça vaut. J'ai écrit un livre sur le sel, je pas en 93. J'ai dirigé un ouvrage important sur le sel en Asie du Sud-Est, qu'on trouve, en tout cas mon intro et mon article, on le trouve aussi sur ma page d'Academia. Le sel, c'est partout, c'est du sang. Donc, toujours des rapports avec les éléments importants, les plantes magiques, parce que ces plantes ne sont pas anodines, c'est des plantes qui guérissent, c'est des plantes utilisées dans la pharmacopée, c'est des plantes qui ont des vertus et des pouvoirs. Bon, je n'ai pas le temps de développer. Puis, ils y mettent le feu afin de réduire, à chaque trou, afin de réduire ces substances en cendres. Le Bomo demande alors à la future maîtresse de maison, parce ils creusent les trous pour mettre les premiers pilotis, si vous voulez, hein. C'est les poteaux qui vont porter la maison.
qui est maîtresse de maison, qui est demeurée à l'écart jusqu'à maintenant, qui désigne l'un de ces 4 trous, son inspiration. Si elle choisit le trou qui sont bouchés, hein, si elle choisit le trou qui contient du tamarin, elle ne l'a pas vu, elle ne sait pas ce qu'il y a dedans, ou du curcuma, c'est un bon présage. Mais si elle opte pour l'un de ceux qui contient du sel ou du charbon, ce n'est pas bon. Et le site d'implantation est impérativement abandonné. Alors, Skit 1900, page 41, décrit d'autres variantes. Il y en a, moi, j'en ai d'autres aussi, mais je suis obligé de toujours les articles dans les revues. C'est trop long, alors il faut obligé de faire un choix. Le plus souvent, le bomo se contente de creuser un trou profond d'une coudée, le trou. Alors, une coudée s'appelle un store. C'est ça, c'est de la pointe de mon coude jusqu'à la pointe de mon majeur, qui est le doigt le plus long. Ça, c'est store. Ça vaut environ 40 cm, mais il ne parle pas en centimètres. À l'endroit, il parle en coudée, juste. Alors, il transfère ça maintenant en new, mais il standardise, quoi. Bon, ça à peu près 40. À l'endroit où doit être placé, mais comme on s'en fiche puisque c'est basé sur le coude de la maîtresse de maison, donc c'est elle qui va former le module. Donc, à l'endroit où doit être placé ultérieurement le pilier mère, iboutière. Ibou, c'est l'ancêtre, la mère, la grand-mère, la dame. Tiye, le poteau. Tiyam, on doit être en malais. Ou bien pilier sacré aussi. Tiye, Sri. Sri, c'est la princesse sacrée, etc. C'est-à-dire le poteau principal, car les maisons traditionnelles avaient plusieurs poteaux. Il y a des fermes et en fait, ce n'est pas un poteau, c'est une série, mais c'est les poteaux considérés comme principal, qui est le cœur de la maison où se passent tous les événements, dans la pièce qui accueille les gens, où se racontent les contes à la veillée, etc. Où se font toutes les opérations chamaniques, exorcismes, etc. Il dépose au fond de ce trou un bol de terre cuite, toujours réservé au rituel glor, rempli d'eau lustrale jusqu'à la gorge, le même bol de terre cuite que celui placé au sommet de la meule mère, protégeant l'âme du riz dans le grenier à riz, et recouvre le récipient d'une feuille de bananier avant de refermer le trou. Cette eau lustrale, Aitawa, est consacrée par le souffle Siou. C'est une onomatopée du bomo qui exprime sa médecine interne, c'est-à-dire le vent interne, dans les éléments constitutifs qu'on a mentionnés. Il y en a 4. En fait, il y en a 5, mais bon, c'est-à-dire sa magie propre, sa puissance de guérisseur. Il peut contrer par son vent intérieur le vent extérieur qui amène les maladies. Je l'ai développé dans l'article sur les guérisseurs, je ne vais pas le redire. Ou par l'un de ses nombreux talismans, une dent de crocodile blanc, un morceau de météorite, un os de dugong, un morceau de bambou enchanté, etc. Il y en a d'autres. Il m'en avait donné un, comment ça s'appelle, un hippocampe séché. Et d'ailleurs, c'est marrant, c'est la même chose chez les Kabyles d'Algérie. Ils m'en ont montré le même, quoi. Pour la même puissance, pas exactement les mêmes trucs, mais c'est rigolo. Donc, moi, j'en ai un. Alors, ou bien encore, parle de la farine de riz novo qui s'appelle topan tawa. C'est que le riz est considéré comme de la chair humaine, symboliquement. Donc, toujours le rapport avec le sacrifice. Le lendemain matin, l'orifice, on a mis les choses dedans, est mis à jour afin de vérifier le niveau de l'eau dans le bol. S'il ne manque qu'un peu d'eau, le site est favorable. S'il en manque près d'un tiers, le site est défavorable et est abandonné. Skit, en page 144-1900, mentionne aussi cette technique pour les malais de Selangor, plus au sud, presque à Kuala, quoi. Enfin, et dans tous les cas, le bomo demande au préalable à la maîtresse de maison de mesurer une brasse. Donc, une brasse, c'est, on ne voit pas bien, c'est 2 bras étendus du majeur au majeur. Ça vaut à peu près, ça vaut ce que la taille de, si vous faites 1m72, ça fait un 72. Mais si, par convention, c'est 2 mètres, quoi. En fait, c'était en brasse, on parle en brasse, en fait. Il parle aussi en brasse, il ne l'appelle pas brasse, c'est-à-dire une brasse, c'est ça. C'est à peu près 2 mètres, c'est entre 150 et 180 sur un bâton, c'est-à-dire la distance entre ces 2 majeurs, les bras étendus. Donc, on a, si elle fait un 1,56, cette brasse fait un 1,56, quoi. Mais on s'en fiche des centimètres, quoi. C'est vraiment. On voit aussi que c'est une société matrilinéaire indifférenciée d'apparence, dite agnatique et unilinéaire, enfin patrilinéaire, mais en fait, par l'islam, ce n'est pas vrai du tout. C'est une société matrie où c'est les femmes qui décident, c'est les femmes qui divorcent, c'est les femmes qui. Les mecs qui ne divorcent pas, hein. C'est les femmes qui les jettent. Hein.
Et ils partent sans rien, les gars. C'est les femmes qui ont le pouvoir, les mères, enfin pas les jeunes filles, les mères comme les sociétés souvent. Alors, il récite donc le guérisseur une invocation, souffle sur le bâton qu'il a taillé à la mesure exacte de la brasse de la faite par la dame. Vous avez compris? On mesure la brasse de la dame, on taille un bâton de cette taille. Il plante le bâton dans le sol, le guérisseur. Le lendemain à l'aube, il invite la maîtresse de maison à ramasser le bâton et à le mesurer de rechef. Amen, guide pas, prends et mesure une brasse. C'est des formules magiques, ça. Je n'ai pas le droit de les dire normalement, mais comme vous ne comprenez pas le njawi, ça va, on va dire, ça va. Si la mesure est semblable à la première, l'augure est favorable et la construction peut commencer. Si la seconde mesure est plus longue que la première, effectuée la veille, c'est excellent. En revanche, si cette deuxième mesure est plus courte que celle de la veille, il faut en abandonner l'endroit considéré comme mauvais. Ce bâton, enchanté par l'origine féminine de sa mesure et par le pouvoir propre des beaux mots, fait partie intégrante de leur panoplie thérapeutique. Ils possèdent souvent une canne magique, cela, tout cas, ces cannes sont un peu leurs cètres, leurs emblèmes, dans des bois étranges, bois flottés, coraux, plantes épiphytes, qui sont de même origine que les fruits fabuleux du mythique manguier sacré par Genghis qui se dresse au nombril de l'océan au centre du monde. Bon, je l'ai dit dans le livre sur le sel, je l'ai bien écrit, j'ai bien défini. Ces fruits sont aussi ce manguier magique, l'arbre géant, enfin, ça vient de l'Inde, hein, c'est le lingam de Indra. Et c'est les 4 orients et le point au centre des bouddhistes et des asiatiques aussi, tout ça vient d'Inde aussi, c'est Indra, quoi. Ces fruits sont à l'origine des figurines du théâtre d'ombre et de certaines danses magiques de guérison qui sont locales, on trouve que là à cause de l'origine, elle est pygmée, elle est négrito, elle est orangasli, on dit maintenant les hommes des origines, c'est-à-dire les gens, les chasseurs-collecteurs qui vivent en forêt dans cette zone collée à Patani et uniquement là, enfin, côté malais et côté thaï. L'endroit où le Bomo plante le bâton de la taille d'une brasse est celui où sera érigé le pilier mère de la maison. Au sommet de ce pilier, il rejoint la charpente, sont placés 3 tissus superposés, blanc, rouge blanc, rouge et jaune, symbolisant le blanc la pureté, le rouge la vie, la royauté, non c'est le jaune, la vie, la royauté, le rouge et le noir, le mystère, la peur aussi, le danger. Donc, dans tous les rituels des Njawi, on fait appel à ce genre de propitiation du sort. C'est obligatoire, même pour un mariage, pour la construction d'un bateau, pour n'importe quoi, hein. Soutenir une thèse, tout. Voilà. Une noix de coco est attachée par une corde au sommet de ce poteau mère. Alors, une noix de coco qui vaut pour une tête humaine. Lorsque le moment est venu pour le charpentier de dresser les poteaux, la maîtresse de maison doit se tenir près du pilier mère, le saisir de la main, afin de le sacraliser, d'apposer sa marque et de porter chance à la construction, dont elle sera désormais la maîtresse, puisque la maison appartient à l'épouse, évidemment. Même si c'est le gars qui reçoit ou qui fait le malin, c'est pas quoi. Quand la maison est terminée, les Djaouis font de nouveau appel au beau mot. Alors, on fait ces cérémonies de temps en temps pour nettoyer aussi s'il y a besoin. Celui-ci invoque ainsi les divinités de son panthéon particulier. Non, nous voulons habiter cette nuit la maison neuve. Voilà, nous, c'est pour les Quito, c'est un nous inclusif, c'est-à-dire les habitants, le futur propriétaire qui est une jeune mariée, quoi, là. Bon. Maintenant, on passe à les mesures symboliques pour la construction propre de la maison, plus technique. Donc, si la base 10, mathématiquement parfaite, simple d'usage et aisée à mémoriser, la plus répandue dans le monde, elle est talonnée par les bases 5, 20, 60 et 100, la base 12 suit de très près dans l'histoire, notamment en Asie du Sud-Est. Son importance tient à ce qu'elle possède le maximum de diviseurs, 2, 3, 4, 6, d'où son usage très privilégié dans les systèmes commerciaux. Et ces bases 10 et 12 entretiennent en outre un rapport direct avec la plus rare base 60 pour le chronos, qu'on retrouve dans les heures, les minutes. Ça vient de Sumer, il paraît. Cette série sexagénaire peut émerger d'une série d'éners combinée à une série duo d'éners. C'est le cas chez les Kramous de Thaïlande et du Laos. Ça a été décrit par Lindell, qui est Lindell, où est-ce qu'elle est là-bas, Christina Lundström, Svantesson et Damrong Tayanin, c'est un Thaï, The Kramu hier, c'est en 82. It's Lore and Music, c'est publié à Copenhague, au SIAS,
C'est très, très intéressant. En fait, c'est très proche de ce qui se passe chez les Diaoui. On y retrouve énormément de choses. On le retrouve aussi chez les Lao, notamment les travaux du prince Petsarat en 1956 dans le bulletin des amis du royaume Lao sur le calendrier. Ça a probablement été aussi le cas chez les Puyuma de Taïwan. Donc là, je cite Josiane Coquelin. Taïwan, très important chez les Austronésiens de Taïwan, parce que, comme le Cambodge, c'est les deux endroits véritables où, quand on cherche quelque chose de très ancien, ça vous intéresserait, ça, sur les historiens, c'est là qu'on doit chercher pour vérifier. Si ça existe à Taïwan et si ça existe au Cambodge, il y a de grandes chances que ce ne soit pas chinois ni indien, que ce soit local et proto-indo-chinois. Donc, je voulais citer Coquelin, qui est une des très grandes ethnologues françaises qui n'a jamais eu de poste, mais on s'en fiche. Une élève de Audrey-Court, alors elle, véritablement, qui a publié dans le bouquin que j'ai dirigé sur les poids et mesures, On peut perdre sa tête mais pas ses membres à Puyuma. Donc là, elle fait part de ces choses et elle évoque le même système. Donc je renvoie ce volume-là, qui est publié à l'EFEO et au CNRS en 2004. Vous voyez, il est assez gros, c'est en A4 en plus. Et puis le tome 2, c'est sur insulaire, et le tome 2 sur les marches, enfin les insulaires continentales font plus de 400 pages chacun. Enfin, donc c'est vraiment la seule somme existant, je crois, sur le sud-est asiatique, sur la métrologie point de vue historique. Donc c'est intéressant à ce titre. Je ne dis pas, ça aurait été mieux si ça n'avait pas été moi qui le dirigeais, mais je rajoute juste, Pierre, je rajoute juste que c'est dans la liste bibliographique que tu as envoyée là, pour dire aux oui, étudiants. Voilà. Les deux à la fin. Voilà. Si vous cherchez voilà. Une base 60 combinée, elle est issue d'une combinaison entre la série Denner, série 10, et une série duodénienne, série 12, probablement d'origine chinoise. Ce qui n'empêcherait pas son existence chez les autres proto-chinois et autres, parce que d'abord, ils n'ont jamais été enclavés, ils ont toujours eu des contacts avec les royaumes de Chine ou autres, plus ou moins indirects ou pas, hein, pour le sel, par exemple. Les Chinois ont toujours demandé les produits de forêt, etc. Et car comme le note, alors là, c'est drôle, Émile Durkheim et Marcel Mauss, 1903, alors c'est réédité en 69, c'est extraordinaire. De quelques formes primitives de classification, paru dans l'année sociologique, volume 6, réédité en 1903, paru en 1903 à l'origine, donc, et réédité en 69, et c'est très important. Alors, page 207, les Chinois sont arrivés à se... En fait, ce n'est pas une citation, je l'ai résumé, enfin, je l'ai paraphrasé. Les Chinois sont arrivés à ce résultat en constituant deux cycles, l'un de 12 divisions, l'autre de 10. Chacune de ces divisions a son nom et son caractère propre. Ainsi, chaque moment du cycle est représenté par un binôme de caractères empruntant aux deux cycles différents. Ces deux cycles s'emploient concurremment aussi bien pour les années que pour les jours, les mois et les heures. Et l'on arrive ainsi à une mesure assez exacte. Leur combinaison forme par suite un cycle sexagésimal, donc 60, puisque après 5 révolutions du cycle de 12 et 6 révolutions du cycle de 10, le même binôme de caractères revient exactement qualifier le temps, ce qui nous donne les trucs astrologiques avec la série des 12 animaux, évidemment, vous avez compris. Alors, les divisions duodécimales 12 et sexagésimales 60 ont d'autre part servi de base à la mesure chinoise du cercle céleste et de la division de la boussole divinatoire, ce qu'ils l'ont inventé aussi, ça. Durkheim et Mauss vont jusqu'à souligner que, tout comme les saisons, ces deux cycles avec leur division sont reliés à la rose des vents et par l'intermédiaire des 4 points cardinaux aux 5 éléments, 5 là. Terre, eau, bois, métal, feu. Ce n'est pas les mêmes. Il y a le bois en plus, vous voyez, et métal. Donc, moi, j'ai terre, eau, feu, vent. Eux, ils n'ont pas le vent, là, apparemment. Et c'est ainsi que les Chinois en sont arrivés à cette notion extraordinaire au regard de nos idées courantes d'un temps non homogène symbolisé par les éléments, les points cardinaux, les couleurs, les choses de toute espèce qui leur sont subsumées et dans les différentes parties duquel prédominent les influences les plus variées. Les 12 années du cycle sexagénaire, donc 60, sont rapportées en outre à 12 animaux rangés dans l'ordre suivant: le rat, la vache, le tigre, le lièvre, le dragon, le serpent, le cheval, la chèvre, le singe, la poule, le chien et le porc. Là, on est dans l'année du buffle. C'est la vache, quoi. Ces 12 animaux sont répartis 3 par 3 entre les 4 points cardinaux, et par là encore, cette division du temps est reliée au système général. Et Durkheim et Mauss ajoutent qu'ils ne peuvent s'empêcher de penser que le cycle des 12 animaux et les 12 divisions, et les 12 années représentées par des animaux n'étaient à l'origine qu'une seule et même division du temps, l'une ésotérique et l'autre exotérique. Et il rappelle à ce propos, sans le nommer, un texte chinois les appelant les deux douzaines qui s'appartiennent.
ce qui paraît bien indiqué pour Durkheim et Mauss, qu'elle n'était qu'une seule et même douzaine diversement symbolisée. Alors moi, je pense que, parce que j'ai beaucoup lu à l'époque, quand j'ai travaillé ces questions, cette hypothèse séduisante pourrait être également valide dans bien des sociétés des marches de la Chine, bien sûr. Et puis, il y a des dérivés des avatars, c'est-à-dire on emprunte un système comme les Jawi, puis on va enlever des éléments ou adapter avec des animaux plus locaux. On met la chèvre, par exemple, à la place du cochon, parce qu'évidemment, ils sont musulmans. Les dragons deviennent des serpents ou inversement, etc. Ou des nagas. Bon. Avant, l'usage des mesures métriques de plus en plus employées en Thaïlande, elle fait la même chose, Lingel avec les kramous. Il faut vraiment se reporter, c'est vraiment bien. Hein. C'est rare, hein, un travail de métrologie, chronologie, division du temps, augure du temps. En ethno, bien fait, il n'y en a pas beaucoup. Il y a aussi le travail extraordinaire de Pelleras Christian Pelleras dans l'hommage à Lucien Bernot de la voûte céleste au foyer du jardin au terroir, hommage à Lucien Bernot, volume édition de l'HESS 1987, je crois. Il fait 767 pages, un truc comme ça. Et là, il y a 2 ou 3 articles qui vous intéresseront sûrement. Mais des articles, pas parce qu'ils sont extraordinaires, des articles. Celui de Pelleras sur notamment l'astronomie aussi. Bugis en Indonésie, génial. Quoi. Voilà. Avant l'usage des mesures métriques de plus en plus employées en Thaïlande dans le bâtiment, les Jawi utilisaient des mesures anthropomorphes et étalonnaient la construction des maisons donc sur la brassée et la coudée, on l'a vu. Mais à différence des Siamois et des Lao, ils étalonnent cette brassée ou cette coudée non pas sur l'homme, ça c'est au Laos, pourtant c'est les sociétés matrices au Laos indifférenciées carrément, hein, mais sur la future maîtresse de maison. En réalité, le monde malais est absolument matri, c'est caché maintenant, mais absolument matri. Ils ne vont pas le dire, personne ne le dit, mais si, il y a la théorie puis il y a la pratique. Quoi. Alors, là, il faudrait que tu me mettes le tableau 6. Parfait. Là, on voit la liste des éléments Jawi qui correspond tout à fait à la liste des 12 éléments chinois. Pourtant, chez les Jawi, il y en a que 8. Eh bien, le mou, taureau, buffle, hein. Singan, dragon, cette année, on est dans l'année du taureau buffle. Donc, Singo, le dragon, le naga, Asa, la fumée, Gadjor, l'éléphant, Gago, le corbeau, Nagor, le serpent. Vous voyez, on le retrouve 2 fois. En fait, le Singo et le Naga, c'est un qui vient de Chine, un qui vient d'Inde. Donc, ils ont été adoptés. Kode exprime Alain que maintenant, ils disent, c'était un fantôme avant, c'était un truc animiste. Maintenant, ils disent Kode, c'est l'âne. Les musulmans bontins disent que c'est un âne. Et puis un yin, le vent, qui compte beaucoup pour eux, parce que c'est à la base de tout leur système cosmogonique magique. Alors, sur le vent, j'ai fait un film que je voulais vous montrer, un extrait, si on arrive à la fin, grâce à Grégory et Morgane, si on arrive à projeter quelques minutes du film, s'il faut que je me taise avant pour qu'on voit, c'est intéressant. Ça dure 3 minutes. C'est très intéressant. La technique la plus ancienne utilise pour module. Alors, pourquoi il y en a que 8 ? Probablement une adaptation. C'est-à-dire que autrefois, la semaine traditionnelle des Jawi, c'était 10 jours. Aujourd'hui, ils n'ont plus que 7. Le système musulman, le système français, c'est des mots Hari Dimaha, Hari, je ne me rappelle plus, Hari Rabou, etc. Enfin, les mots viennent de l'arabe. 7 jours comme nous. Mais ils ont toujours les 3 jours en plus. C'est le jour du guérisseur, c'est le jour de la magie, c'est le jour du démon. Vous voyez, ces 3 jours faisaient une série de 10. Donc, on retrouve 10, 12. Et donc, comme le système chinois qui arrive à la base 60 par combinaison. Et en fait, probablement, il y a eu une perte, comme pour les semaines, je pense qu'il y a eu une perte d'éléments ici, parce que je l'ai vérifié avec beaucoup de milliers, de centaines de personnes. Je n'ai pas fait ça avec un seul gars. Et donc, probablement, ils ont perdu quelques éléments comme ils ont perdu les jours de la semaine en s'adaptant à d'autres cultures, d'autres influences, d'autres courants et l'époque, quoi. Et ils ont gardé ce qui était utile. Pourtant, c'est bizarre parce que c'est une série paire, donc c'est très bizarre normalement. Alors, à l'aide d'une corde, alors la technique la plus ancienne utilise pour module d'architecture la mesure arbitraire. Le module d'architecture, c'est une mesure arbitraire sélectionnée afin d'harmoniser entre elles les différentes parties du bâtiment. C'est tous les charpentiers font ça, hein, tous les maçons. Enfin, autrefois, disons, même en France. Une unité très spéciale, donc,
à l'aide d'une corde, ils utilisent. Les charpentiers mesurent toujours sur la femme du futur propriétaire une brasse main ouverte, c'est-à-dire donc aux extrémités des deux majeurs. Puis ils coupent cette corde et à la mesure, donc ils gardent que la taille de la dame, elle fait 1,60 m par exemple, et ils plient ensuite cette unité en 8. Donc en 8 pour avoir ce système-là, vous voyez, le tableau. Ils obtiennent alors une mesure nommée Muko, qu'on appelle Mengokur en malais. Alors, en fait, Muko, je l'ai mis en simple, mais en réalité, c'est une double consonne en Ndiaye à cause de la disparition des consonnes initiales, système de la tonalisation en cours décrit par Audrey Court à propos de la bipartition, tripartition, système de ton. Enfin, c'est une double consonne, donc en fait, on devrait dire Muko, qui correspond à Mengokur en malais. 8e partie de la brasse, environ, ça fait un empan. Un empan, EMPN, c'est ça, un empan, c'est la distance entre mon pouce et mon majeur. Mais on peut avoir un empan d'auriculaire, un empan de tous les doigts. En fait. Mais le plus important, c'est un empan entre le pouce et le majeur, le doigt le plus long. C'est à peu près 20 cm. C'est avec cette unité que sont mesurées longueur, largeur, hauteur des poutres, planches et poteaux. Donc, avec cette unité de coupée en 8, l'empan magique, le Muko. Si un entrée de ferme de charpente doit mesurer un nombre de X de Muko, par exemple 19, 16, 13, je sais pas, voilà. Toujours des impairs, c'est mieux. Le charpentier compte les Muko sur l'échelle symbolique suivante au terme des 19. Alors, quand on arrive à 8, on repart à 1, vous voyez, puis on continue. Pour rallonger. En fait, le charpentier, il a pour alternative, si on ne tombe pas juste, soit de raccourcir sa mesure d'un Muko pour terminer sur signaux bénéfiques, par exemple, ou bien en rallongeant d'un Muko, par exemple, il tombe sur 19, c'est moche, c'est néfaste. Il rallonge, il dit « Oh non, on a mal compté, en fait, c'était 20. » Alors, c'est chouette, c'est bénéfique. Voilà, triche un peu. Ou alors, il rabote aussi, il peut, mais ils n'aiment pas, une fois qu'ils ont fait tout le travail, ils ne vont pas le défaire. En fait, c'est toujours a posteriori, c'est toujours plus facile de trouver une solution en trichant. Mais ils sont très forts, comme les magiciens, les précipitateurs, là. Bon, pour convaincre. Alors, le mieux, c'est de finir sur Gadjo. Gadjo, c'est l'éléphant, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans certains contextes, et notamment lorsque la maison est déjà bien avancée, que les mesures ne permettent plus de guerre d'écart, le charpentier n'a plus le choix et c'est son immonde, son savoir magique, son inspiration, son talent, son savoir. Parce que, par exemple, le savoir de Grégory, de Morgane ou de moi-même, en tant que chercheur ou professeur, c'est immonde aussi. C'est la même chose que les gars et sœurs. C'est un savoir acquis, c'est un savoir puissant, c'est un savoir respecté. Et ce savoir est mis à l'épreuve des faits. S'il est bien inspiré, c'est un artisan, il fait quelque chose de beau. Et puis, s'il n'est pas bien inspiré, c'est moche, quoi. Voilà. En général, mais c'est des artisans extraordinaires. Ils travaillent, ils ont un rapport aux objets, une intelligence, comment on appelle ça, une intelligence de la coordination entre le cerveau et le corps extraordinaire. Beaucoup. Ils ont un rapport avec leur corps qui est beaucoup plus heureux que les Européens. Si la mesure maléfique, alors si les distances mesurées tombent sur des mauvais symboles, le propriétaire de la maison aura de la vie collective de fortes chances de voir sa maison détruite par le feu, accidentée, maladie, volée, etc., par des cambrioleurs, etc. Si la mesure maléfique est Assa, la fumée encourt le risque d'un incendie. Si la mesure est Hanging, le vent, l'ouragan l'emportera. Si la mesure est Gago, le possesseur de cette maison sera appelé à courir les chemins en vrai nomade, abandonnant sa famille et sa maison. En général, en cas de mauvais présage, le possesseur abandonne la construction et recommence son ouvrage plus loin. Ils attribuent ça aussi aux génies du sol, qui sont les génies issus du panthéon animiste pré-islamique, pré-bouddhique, d'accord, sont dans le sol. Et donc, c'est très lié un peu, enfin, c'est pas la même chose, mais au feng shui chinois, où c'est la tête du dragon. Alors, il y a des démons dans le sol, il y a des divinités, il y a des génies qui peuvent être bons aussi, mais il faut les amadouer. Donc, quand il y a un problème, c'est que l'habitant surnaturel non humain ne veut pas de vous, pour une raison ou pour une autre, donc on déplace, quoi.
Et voilà, ils le font. Alors que c'est les maisons, on les porte. Enfin, les maisons, on les portait. Moi, j'en ai porté. On les porte à dos d'homme sur plusieurs kilomètres. J'ai pas de photos là, sinon je vous en ai mis une. Mais c'est rare maintenant. Ouais. Il n'y a plus de maisons en bois de toute façon. Là. Voilà. Cependant, pour éviter les frais inutiles et les dépenses collectives d'énergie, les baumeaux et charpentiers s'arrangent toujours plus ou moins pour que les mesures tombent bien. C'est parce que sinon, c'est compliqué. William Skidd, toujours lui, page 146, indique que les mallettes Selangor, l'unité correspond au Munko, est obtenue à partir d'une corde d'une longueur d'une brasse. De cette corde repliée en 3 parties, un tiers était coupé et conservé, puis ce morceau était plié à son tour en 8. Donc, vous voyez, il y a déjà une complication qu'on a perdue, on a simplifié. Là. Ou bien, eux, ils faisaient comme ça, puis les gars de chez moi faisaient autrement. Mais, à mon avis, tout le monde faisait un peu la même chose. Le 8e était alors coupé d'Ikit et utilisé à mesurer uniquement la longueur du seuil de la porte ou bien encore la distance du seuil à l'arrière de la maison, seuil de la porte d'entrée réservé à l'homme et seuil de la porte derrière réservé à la femme. C'est les répartitions sur une échelle légèrement différente. Dans cet ordre, le naga, dragon, le sapi, la vache, singa, le lion, ils disent le lion, mais en fait c'est le dragon, Andin, le chien, qui est interdit maintenant par l'islam, ils en avaient tous avant, Lembu, taureau, Kaldei, âne, on le retrouve, Gadja, l'éléphant, Gagak, le corbeau, disent qui débute par un élément bénéfique suivi d'un maléfique, comme pour moi, comme chez les Indiens. Ce système de mesure ancien a été remplacé peu à peu par l'usage des brasses coudées en pointe, la coudée comme module, suivant l'exemple siamois et lao, mais la règle des 8 symboles a continué d'être utilisée de la même façon. Quel que soit le nombre de coudées, il faut finir sur un truc bénéfique, un degré bénéfique. Alors, la construction sur l'échelle des 8 symboles commence à se perdre. Les Indiavis construisent moins de maisons. D'ailleurs, il n'y en a plus maintenant. À l'époque, quand je travaillais déjà, je suis retourné en 2018, on les cherche, ils les vendent sur pied. On ne peut plus couper la forêt, le bois vaut très cher. Et puis, ils veulent être modernes, ils veulent avoir des maisons comme les Européens, comme les Chinois. Donc, ils construisent maintenant, c'est beaucoup moins cher. Ils construisent en parpaing, en ciment, en béton. C'est le modèle occidental et chinois qui est alors évidemment avec des structures à charpente calculées en inch, foot, millimètres, mètres, mais aussi en mesures chinoises. Enfin, ça, je l'ai écrit ailleurs, donc je ne vais pas le redire. De même que les matériaux, les mesures traditionnelles, les Diaoui préfèrent bâtir en moderne, comme ils accordent la préférence au pick-up Toyota ou autre chose, enfin Isuzu ou autre, sur l'éléphant. J'ai aussi monté à dos d'éléphant, mais c'est très rare maintenant. On allait à dos d'éléphant pour des mariages les années 80, c'était le 4x4 local. Au timon en feuille de Nipa fruticans qui servait à une grande feuille de. C'est pas une feuille, c'est une truc de palme. Enfin, vous comprenez. Et on la met trempée dans l'eau, c'est beau, on fait des sauts. J'en ai un là, j'aurais dû le sortir et vous le montrer, mais je n'ai pas le temps. Maintenant, ils préfèrent les seaux en plastique parce qu'ils ont des anneaux en ciment dans les puits et les machins en végétaux s'usent très vite parce que les machins en plastique, les seaux en plastique tiennent. C'est tout bête. Hein, et le revolver dont j'ai parlé par rapport au Christ, c'est plus efficace aussi. Alors, donc, je n'arrive au Christ, belle transition. Donc, toute arme blanche, tout instrument de métal tranchant dont les lames de Christ, alors, gré en diaoui, Christ en malais, c'est compliqué en diaoui. Coupe, ça, et mesurer après sa fabrication pour connaître sa valeur potentielle. Pour savoir comment faire, il faut que ça dépend d'une alchimie très délicate, parce que quand ils disent qu'une lame est belle, elle n'est pas belle esthétiquement, comme les Européens pensent, elle est belle par sa puissance magique, qui est mesurable. Voilà. Alors le Christ, c'est pas rien, parce que quand le Christ est réservé au prince, au roi, quand le prince, le roi, ne peut pas aller à un mariage, il envoie son Christ qu'il représente, parce qu'il y a un phénomène de métempsychose que j'ai mis dans mon film, j'ai une cérémonie de métempsychose avec un Christ dans le film, un extrait que vous allez me montrer là. Et donc, c'est vraiment très important, cette arme. Et ils en ont encore tous, même s'ils ne l'utilisent plus. Ils en ont à la maison. Et c'est magique. Alors, comment on fait? Alors, la première des choses, c'est qu'ils mesurent la longueur de la lame. Voilà, vous avez une lame. Je n'ai pas de lame, là j'aurais dû en sortir. Vous avez un couteau et vous mettez Tana, Ae, Api, Angin. Tana, Ae, Api, Angin. Vous finissez sur l'un ou l'autre. Tana, la terre, c'est froid. Ae, l'eau, c'est froid. Api, le feu, c'est chaud. Angin, le vent, c'est chaud. Alors,
Si vous tombez à la fin, la dernière bout de la lame, on part de la base de la lame, on monte vers la pointe. Si vous tombez sur la terre, c'est très bon, c'est bénéfique. Si vous tombez sur l'eau, c'est pas mal, c'est protecteur, c'est bien. Si vous tombez, c'est un peu neutre, quoi. Si vous tombez sur le feu, c'est le délire, vous tombez, c'est la rage, quoi. C'est la guerre. Donc, votre crise va vous entraîner au meurtre, parce qu'il a une vie propre. Il est, mettons, psycho, il a une transmutation, donc il est le double du chaman. C'est une icône, c'est pas une copie. Hein. Donc, si on tombe sur le vent, alors là, il est fou. Mais il tapait, il a tué l'autre, il m'a entraîné. Bon. Parce que la folie, Gillan, c'est Amok aussi, les folies rituelles collectives. Les suicides collectifs, etc. C'est des suicides, en fait. Ils sont très courants en Malais. La raison, probablement, est due au fait que la société malaise est très, très, très oppressive. Il n'y a pas d'intimité du tout, jamais, jamais. Donc, à un moment, ils ne peuvent pas se suicider, ces musulmans. Donc, ils tuent tout le monde en courant et donc on est obligé de les abattre. C'est le Hamok, phénomène de Hamok, qui correspond un peu à ce qui est dit là. Ce symbole, donc, se récite dans un ordre rigoureux. À la terre correspondent aussi les muscles, la peau et la chair. À l'eau sont associées les humeurs, la circulation du sang. Au feu correspondent le battement du cœur et l'activité du cerveau, c'est-à-dire la vitalité, l'existence, quoi. Et au vent sont associés la respiration, la ventilation et l'ancestralité, la voix des ancêtres. Alors sur le vent et la magie, je renvoie vraiment à mon film qui n'est pas pour faire de la pub, mais je l'ai fait pour ça. C'est un documentaire scientifique que j'ai voulu faire. J'ai créé une chaîne neutre sur YouTube et sur ONDC qui s'appelle la même chose dans les deux cas, s'appelle Travaux d'ethnologie et d'archéologie. Voilà, c'est pas compliqué. Et on tape ça et on arrive sur les films. Il y a les films de Celato, des films sur Audricourt. Il y a, notamment, il y a mes films en anglais ou en français. Alors, il faut ajouter à ce cadre plus général un système pair à 4 éléments, un cinquième élément un peu secondaire, le fer, donc les 5 éléments, le fer au métal psi, qui lui est associé au squelette humain, qui aboutit à un système de référence cosmogonique et analogique impair à 5 éléments correspondant symboliquement aux 4 orients, plus le centre représentant la totalité universelle, originelle. La deuxième technique de mesure de la force d'une lame consiste à mesurer le Celsius. On mesure la lame dans sa partie large, près de la garde, et puis on la reporte à distance sur un bâtonnet et on compte le nombre de largeurs donc sur de bâtonnets existants dans la longueur. Donc on voit bien sur le dessin de gauche, complètement à gauche, on voit bien la longueur de la lame et la largeur de la lame. On mesure la largeur de la lame, on coupe un petit bout de bâton, un bout de n'importe quoi, puis il sert de référence. Voilà. Et on reporte ce truc, on le place comme il est indiqué sur le crobat et on ouvre. Alors si à la fin, c'est-à-dire qu'on compte le nombre de bâtonnets dans la longueur, puis ensuite ce nombre de bâtonnets, on le reporte en carré, puis on rallonge. Si ça finit par une pointe, c'est pas bon, c'est agressif, le Christ sera acéré, il sera maléfique, ticket. Si ticket, c'est mordre. Si il est ouvert, il se terminera par boucco, ouvert. C'est ouvert au monde, c'est ouvert aux gens, c'est bénéfique. Comme les femmes et comme les guérisseurs. Ils soignent, ils donnent vie. Et quand c'est fermé, c'est néant, c'est bout. Donc voilà. Alors, on pourrait maintenant passer. Oui, il doit les arranger, ces unités sous carré ouvert, etc. Mais ils arrivent encore une fois, en général, toujours plus ou moins. Ils ont le coup d'œil, ils savent qu'en façonnant la lame, leur lame finira par une ouverture ou une neutre, quoi. Ils le savent, ils savent bien travailler, ils ont le coup d'œil, c'est comme un vrai artisan, quoi. Ils en ont fait des milliers. Donc, en général, ça marche. Alors, le possesseur de la lame sera chanceux, ses désirs, ses besoins se réaliseront si c'est ouvert ou si c'est. Parce que le résultat est lourd et bénéfique. Si le schéma comporte 4 unités largeur, le carré se referme, le schéma est fermé, 4 tours, c'est-à-dire que la lame est neutre, insipide, tawa. Personne n'appelle son possesseur, etc. Bon, on pourrait montrer le bout de film, là. C'est un maître de forge, là. Et c'est le vieux, c'est son fils, le vieil homme, et je l'ai fait, enfin c'est un peu grâce à moi, il a été nommé artiste national de Thaïlande
Et il est mort en 2000, c'était le plus grand des… C'est ça? oui, c'est ça, mais il faut que tu ailles à la minute 34, Ouais. tu cliques et tu vas à la minute 34. Quelque chose. C'était le plus grand maître de forge de toute la Malaisie, de toute la Thaïlande, et les princes malais venaient le voir quand je l'ai connu, lui commander des kriss. Donc c'était vrai, c'est lui, c'est une… Voilà, 34. Non, c'est un peu plus loin encore. Il faut vraiment que tu ailles 30. Voilà, on va arriver encore un peu. Ça? C'est 36 ou 37, tu m'avais dit. Hein. Voilà. 37, non, c'est ça? Voilà, c'est bon Ouais, là. C'est bon. c'est bon? Oui, ça devrait. Alors là, tu mets le son. Vous le voyez tous là? Ouais. Oui, oui. On n'a pas le son là. Ah, le son, je l'ai moi, mais je sais pas comment vous le transmettre par contre. Vous l'avez pas? Un peu, mais très peu. Bon, c'est pas grave, on va le voir. Alors, il dit que, la voix dit que si le chaman, c'est celui qui maîtrise son vent interne, le maître de forge est le meilleur des chamans, puisqu'il maîtrise non seulement son vent interne, mais les 5 éléments, le feu, l'eau, la terre et le vent, puisqu'il souffle. Donc là, ils font un cris. Et est-ce que tu l'as mis un petit peu trop tôt? Mais c'est pas grave. Voilà. Donc, ils sont en train de faire un cris. C'est la première fois au monde que c'est filmé. Hein. J'en ai pas trouvé nulle part. Filmer la fabrication d'un cris malais, jamais. C'est bizarre, hein. C'est comme ça. Donc là, il termine. Et c'est surtout, alors, c'est son fils qui va travailler. Et la Smithsonian l'a invité à Washington à faire un cris quelques années après. Donc, c'est mon ami, c'est un ancien guerriero, lui. Il est dur, lui. Alors, et vous allez voir maintenant, alors ce qui est dommage qu'on n'ait pas le son, mais vous pouvez aller vous référer au film directement, puisque vous avez maintenant le site. J'enverrai le lien si vous voulez, j'enverrai Voilà. le lien pour tout Et le là, monde. on va voir maintenant la mesure du cris. Il a fait un cris et il va le mesurer. Alors, après, il faut le limer. Enfin, c'est un travail qui prend des semaines. Hein. Donc là, c'est un autre cris, mais c'est pas grave. C'est un cris magique. Il est beau d'ailleurs. C'est de l'acier damassé avec sept sortes différentes de… Les tourterelles derrière, quand j'aime ça. Elle protège cette puissance d'un cris. Vous mettez le cris dans la maison, il n'y a pas de voleur, il protège. Mais il y a toujours deux, il y a l'homme et la femme, l'aînée et la cadette. C'est toujours un couple de cris. Ils vont par deux, comme les couples. Tano, ae, api, engin. Tano, ae, api, engin. Tano. Ah, toi. C'est bon. Il dit ça aussi. Toi, il me montre. Alors, il me dit, tu vois, et après, il commence à raconter, on peut couper, il commence à raconter le mythe, une légende. C'est le vieux Tieheng, c'est lui, le vieux maître. Et il croyait qu'il allait m'étriper, il parle à personne, et il refuse tout le monde, il envoie pète tout le monde, il est mort maintenant, mais un colosse. Et quand je suis arrivé, j'ai passé des années à travailler avec lui, à forger avec lui pour qu'il me… Et après, il m'a donné, mais alors il ne parlait pas beaucoup, hein, des fois une phrase en 3 semaines, vous voyez, c'est pas facile d'avoir des infos en ethno. Une autre façon de consulter les oracles est d'envisager le possible, d'aller mesurer la tombe du géant. Alors les tombes de géants, il y en a beaucoup à Patani, alors, je vais le faire court parce que je voulais vous dire, ce n'est pas possible, on n'a plus le temps. Donc, le sultanat de Patani est très célèbre sous le règne de Louis XIV au XVIIe pour la forge, la fabrication, la fonte de canons de marine. On est à Brest, ça tombe bien. Alors, c'est du calibre 36 de marine, c'est des livres à avoir du poids, c'est la grosseur du boulet qui fait le calibre. Donc, c'est des boulets de 36 livres. C'est assez gros quand même. C'est des canons qui étaient autrefois sur les parapets des remparts, pas sur les bateaux, tellement c'est lourd, c'est plusieurs tonnes. Donc. Alors, ils le fabriquaient très très bien et ils étaient réputés dans le monde entier. On venait du monde entier pour acheter les canons de marine faits à Patani. D'ailleurs, j'ai retrouvé l'endroit exact où ils le faisaient. Il y avait la terre encore noire, etc. Et près du palais royal. Et alors, alors le gars qui a fait ça, c'était un Chinois, un Teochew qui venait de Chine, qui avait fui la Chine et qui était venu et qui s'était converti à l'islam.
Sa sœur, apprenant qu'il s'est converti à l'islam, désespérée, car il rompt le culte des ancêtres qui peut se transmettre que par les fils. Donc, elle se suicide en essayant de le convaincre, elle vient le chercher, il lui refuse de revenir à la Chine, donc elle se suicide et elle devient une sainte qui est vénérée dans tout le sud-est asiatique. Et lui, il meurt assassiné probablement. Mais il enseigne la technique aux Malais pour faire les canons, donc après ils en ont fait beaucoup. Et ce géant a été enterré à Patani, on a retrouvé la tombe. Mais ils ont déplacé la tombe, alors j'ai fait des enquêtes sur retrouver la tombe, je l'ai retrouvée. Alors, la première fois c'est un magicien, donc la première fois qu'on le met en terre, il fait 1,80 m. Bon, il est mort. Bon. Ils le mesurent. Alors, ils font un trou d'1,90 m, quoi. Enfin, je schématise, hein, je traduis, quoi. C'est en bras, c'est en coudé, etc. Et alors, au moment où on le met en terre, ça ne rentre pas. Il a grandi. Alors, ils ressortent le corps, enfin, il n'a pas les jambes dedans, d'ailleurs, donc ils le ressortent, ils recreusent. Et ils le remettent quand ça recommence. Les tombeaux de géants, il y en a énormément à Patani et dans le monde malais. Il y a même plusieurs tombes de double corne, c'est-à-dire Iskandar, Alexandre le Grand. Donc, il y a des tas de héros culturels qui viennent d'autres mondes, notamment du monde perso-arabo-musulman, et donc, et puis du monde ancien. Il y a beaucoup de tombes de géants. J'ai trouvé aussi un site où il y avait une trentaine de tombes de rois géants, que j'ai signalé aux archéologues à l'époque. Alors, ces géants ont tous un point commun, c'est que c'est des magiciens. Donc, on vient les consulter. Et on fait pareil. C'est-à-dire qu'on va mesurer la tombe. Si on demande, par exemple, je vais acheter une Toyota, ou je prends une Isuzu, une Toyota, alors on amène des piécettes, des offrandes, etc. Les musulmans, hein, les tailles aussi, évidemment. Et on mesure. Première mesure, comme pour la coudée de la maison. Si c'est plus long, c'est bon. Si c'est trop court, c'est pas bon. On change. On achète Ford, c'est mieux. Voilà. Vous voyez, bon, c'est publié dans mon bouquin. C'est publié aussi dans un article que j'ai pas signalé, mais j'aurais dû, parce que là, il y a toute l'histoire de ce géant. C'est les canons de Bedekaba, les canons des derniers canons de Patani. C'est publié dans le bulletin du BFEO en 1998. Donc, il est en ligne sur Persévère. Le compas magique en cas de voyage, d'action impliquant un déplacement, un cambriolage. Parce que quand on cambriole, on fait aussi appel au… Évidemment, on ne va pas se faire choper par les policiers ou par les villageois, donc on fait aussi appel au compas magique, mais aussi pour construire l'orientation de la maison, c'est l'orientation de la travée, c'est-à-dire de la panne fêtière qui importe, et les fermes. Hein. Donc, comment on place, même si on a le jour et l'heure, il faut savoir aussi par où on commence, par où on aborde. Par exemple, si vous allez en voyage, vous allez prendre l'avion pour aller à la Mecque. Oui, mais je sors de la maison par derrière ou par devant, je vais sur la route pour rejoindre la voiture par le nord, par l'ouest, par le sud ou par l'est. Tout dépend de ça. Si on doit aller vers l'est et qu'on part au nord parce que c'est plus court, ce que font tous les Européens parce qu'ils ne savent pas, c'est planté, hein. L'avion va se cracher et donc ça va rater. Ou bien il y a une panne. Donc ils utilisent tous. Mais c'est au-delà de la construction, évidemment, c'est plus général. Alors, ce système est un système dynamique exprimé par le Gomo qui ne livre pas les clés de son calcul, mais propose simplement une table, en fait. C'est une table magique. Tout le monde connaît, tout le monde peut utiliser. Alors, cette table, tu peux mettre le dernier, le 9, là. C'est cette table-là que vous allez voir. Alors, on a un compas, quand il apparaîtra, on a un compas magique avec l'orientation vers l'ouest, Diator. Diator signifie le couchant, là où le soleil se couche, il tombe, c'est le tombant en fait, le couchant, Diator. Et au sud, à l'est, je veux dire en face, c'est Naik, ça veut dire levant, le soleil se lève. Alors, il faut savoir que la Mecque, elle est à l'ouest pour eux, évidemment, parce qu'ils sont en Asie du Sud-Est, très loin à l'est, donc la Mecque, c'est à l'ouest, c'est pas à l'est. Et le nord, en fait, c'est Illé, ça veut dire le nord, c'est l'aval, Illé. Et Oulu, c'est l'amont. Donc, on dit nord et sud, mais en fait, eux, ils ne disent pas ça, ils disent amont-aval. Pourquoi? Parce que tous les fleuves sont orientés de la même manière.
un peu, comme le Mékong. Tous les fleuves d'Asie du Sud-Est, sauf deux, l'Irrawaddy puis un autre, sont nord-sud ou sud-nord, mais ils sont pas transversaux. Et même les petites rivières, mais la Patani, c'est un petit fleuve, mais ça va à la mer. Donc, amont aval, levant couchant, voilà les deux couples. Et ensuite, on met ce qu'on appelle dans les boussoles, c'est des quarts, enfin, comment ça s'appelle déjà quand vous avez quart nord-est, je ne me rappelle plus le terme dans une boussole, vous le connaissez peut-être. La rose des vents. Oui, mais des sous-catégories, enfin des demi, des quarts, vous voyez, enfin des quarts de ton, c'est comme pour la musique. Là. Donc vous avez nord, est, nord, nord-est, nord, nord-est, nord, nord-est, nord, sud, 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 sud-ouest, vous voyez, c'est des découpages plus fins à chaque fois. Là, ça correspond à samedi, jeudi, dimanche, mardi, lundi, vendredi, mercredi. C'est cette semaine de 7 jours. Vous remarquez qu'il en manque déjà. Il en manque un. Et là, donc, ça veut dire que c'est un système qui a été construit après l'arrivée de l'islam. Parce que le 7, c'est plutôt utilisé par les musulmans, donc les malais, et alors que l'État est plutôt le 9, qui correspondrait probablement plus à un système ancien pré-islamique. Le 9 est aussi vénéré par les musulmans malais, mais un peu moins. Bon, en même temps, 9, c'est 9 ouvertures du corps, en comptant l'urètre et l'anus, et 7, c'est la même chose sans les deux en bas. Parce qu'il y a les deux yeux, deux oreilles, la bouche et deux narines. Donc ça fait 7. Alors, le diagramme est toujours ouvert, toujours placé côté ouvert, vers le sud. C'est une vraie boussole. Vous mettez ce diagramme toujours orienté vers le sud. Voilà. Donc, comme ça, c'est comme une carte pour nous, une carte toujours vers le nord. Alors, si, comme là, j'avais perpétré, le voleur pose à terre le compas. Donc, il met le côté ouvert vers le sud. Puis, il lit la direction à prendre pour fuir, pour pas qu'il y ait de policiers qui l'arrêtent sur la route ou dans la forêt. Donc, le temps qu'il perd à lire le compas, peut-être il est déjà chopé, mais c'est pas grave. Dans l'exemple d'un homme qui souhaite partir en pèlerinage à la Mecque, mais il ne reste donc à choisir que l'orientation. Là, parce que le compas marche pour deux choses, le jour et l'orientation. Donc, vous voyez, l'orientation, c'est par rapport aux 4 orients qu'on a indiqués, et le jour qui correspond à chaque fois. Donc, si vous devez voyager, ça se rapporte à la table qui suit, qui est en bas. Si vous, par exemple, vous partez un mardi, on est mardi, il faut impérativement que vous puissiez, comment dirais-je, faire votre action un lundi. Là, c'est bénéfique. Vous voyez la première ligne. Si vous faites quelque chose le lundi, il faut que, pour que ce soit bénéfique, ce soit un dimanche ou au pire un mardi, parce que c'est neutre, selon cette loi. Vous comprenez? Alors, ça c'est un peu compliqué de vous le résumer, vous avez compris le principe, quoi. C'est un compas qui correspond à une table, donc on lit la table et c'est très facile, même pour un blanc, enfin je veux dire pour un Européen, je parle comme eux, hein, ils disent aurait les blancs, quoi. Pour un blanc, pour un étranger, quoi. Voilà, j'ai terminé ma présentation et je vous remercie d'avoir été très patient. Merci beaucoup Pierre. C'était vraiment passionnant et c'est vraiment foisonnant de plein de références à la mesure, comme tu l'as montré, à tous les points de vue, que ce soit pour la construction, pour prendre des augures, pour s'orienter même à la fin. Je trouve ça extrêmement intéressant et on s'aperçoit en fait ils ont une vie qui est extrêmement entre guillemets codifiée ou pas codifiée, mais pris dans une sorte de carcan de mesure. Qui fait que, comme tu l'as dit à la fin, voilà, on se lève un matin, tel jour, et même l'orientation qu'on peut prendre dépend de tout ça, quoi. C'est quelque chose qui est, d'une certaine manière, très contraignant, quelque part. Ce que tu viens de dire, en fait, ça montre ce que je viens de dire quelques minutes avant de l'oppression de la société sur l'individu. C'est terrible au point de rendre les gens fous. Parfois, c'est une société très violente, mais pas tous les gens en même temps. Eh bien, le système de contrainte se voit aussi, c'est-à-dire qu'à aucun moment, l'individu n'est libre de ses choix. Il est toujours guidé, obligé de suivre des obligations sociales et culturelles, magiques, parce que
évidemment. Alors, Philippe Descola est venu. Philippe a eu la gentillesse de venir l'année dernière, enfin, en 2019 à Strasbourg, donner une conf. Je l'avais invité dans mon séminaire, et puis euh, donc il est venu, puis il a eu la gentillesse il m'avait dit, on va te faire une communication de comparaison entre le sud-est asiatique et l'Amazonie sur l'animisme. Donc c'était très intéressant. Et à cette occasion, je le signale parce qu'il a inventé une nouvelle catégorie ce jour-là, qui est ce qu'il a appelé une sous-catégorie. C'est une fusion entre l'analogisme et l'animisme. Donc, animisme analogique, il a appelé ça. Et donc, mais c'est ça, parce qu'il y a véritablement de l'animisme en Asie du Sud-Est. Parce que quand on parle de l'Extrême-Orient, de l'Asie centrale, on se réfère toujours à l'Inde, à la Chine, mais c'est des sociétés monumentales à langue écrite différente. On dit l'Indochine géographiquement et culturellement, pas l'Indochine en un seul mot, en deux mots, hein, c'est politiquement neutre, mais on réfère qu'aux deux pôles. Et en réalité, cette immense aire est de tradition orale et végétale, n'est pas du bâti, n'est pas de. Ouais, tu vois, c'est l'opposé. Ouais. Et cette société-là est animiste pour la plupart, y compris dans les sociétés, les grandes à État, reste très animiste, très marquée par un animisme qui a duré des millénaires ou des siècles et qui est récemment parti sous l'arrivée ou a été modifié par l'arrivée de l'hindouisme, qui est très proche de pratiques polythéistes, proche de l'animisme. De toute façon, il y a une fusion qui se fait très bien, harmonieuse. Et surtout du bouddhisme à partir du premier millénaire, et puis ensuite de l'islam à partir du du XIVe siècle plutôt. Donc c'est tout récent quand même, c'est quand même vieux, mais c'est quand même assez récent. Et les gens donc ont inclut tout ça, mais gardent beaucoup Et cependant, l'oppression y est sociale, c'est une société absolument collectiviste, holiste, comme l'a défini Louis Dumont dans Homo hierarchicus. C'est vraiment, et aussi dans son pendant sur l'essai sur l'individualisme paru en 83, je crois, qui est extraordinaire aussi, qui est son pendant sur les sociétés horizontales que sont les sociétés américaines modernes ou occidentales, quoi, françaises maintenant. Donc individualiste et horizontal au lieu d'être vertical et holiste. Mais c'est tout à fait ça. Donc c'est vrai qu'un animisme analogique, c'est-à-dire qu'analogique dans le sens il y a un ordonnancement et il y a une analogie entre le microcosme et le macrocosme qu'on voit très bien à chaque fois. Les éléments se reproduisent dans le corps humain. Le petit seigneur local reproduit le roi qui reproduit la divinité, etc. Donc on a véritablement des continuums qui n'existent pas évidemment peut-être en Amazonie, mais en même temps il y a énormément d'animisme. Et cette part d'animisme probablement émerge. Alors, il y a des tas de marqueurs comme ceci dans la métrologie, mais aussi dans l'alimentation. Il y a alors évidemment, c'est de l'archéologie récente, plus classique probablement, hein, mais des marqueurs gastronomiques spécifiques, par exemple des petits gâteaux, quand il y a des rituels importants, il y a toujours les mêmes petits gâteaux de riz fermenté, du riz gluant fermenté, alcoolisé, qui sont les reliquats de ce qu'on buvait avant, comme dans les sociétés proto-chinoises, de bière de riz, d'alcool de riz, qu'on ne peut plus boire parce qu'on est musulman. Donc, il reste ça, c'est des marqueurs archéologiques importants. Et dans la métrologie, là aussi, mais on y voit aussi, dans tous ces marqueurs que sont les pratiques magiques, les pratiques qui sont très prégnantes donc, par l'animisme très récurrent, ils sont très syncrétiques, en fait. Mais très. Bon, évidemment, ils sont musulmans, hein, mais puis bien, quoi. Ils sont des bons musulmans par rapport aux critères de l'islam. Les gens, ils boivent peu, ils boivent pas. Alors ça, c'est très agréable pour les ethnologues. Mais bah oui, parce que vous savez, ça arrive des gens un peu ivres. Parfois, c'est pas facile. Alors là, c'est bien, mais en même temps, on y voit l'oppression sociale. C'est-à-dire qu'on voit à travers les pratiques, on sent bien la pression de tous les jours subie. Et dans quelque sorte, on a là une expression corporelle, presque physique en tout cas, très concrète d'un système complètement théorique. Quand on l'énonce, c'est oui, d'accord, mais on le sent pas. Et là, on le voit, tu l'as senti, tu vois, en disant, ah oui, quand même, il n'y a pas un moment où ils sont tranquilles, ils sont obligés toujours de suivre des trucs. Et puis c'est encore plus compliqué que ça, évidemment.
c'est vraiment très contraignant et c'est à l'image de leur société qui est aussi très harmonieuse et très hospitalière par ailleurs. Hein. C'est pas incompatible. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Ah si, merci beaucoup, Pas Pierre. bien intervenu, mais sur ça. Si, au contraire. Au revoir à tout le monde. Merci à tous.